Bonjour et bienvenue dans ce cours d'introduction à la 3D avec Blender. Nous allons donc aborder les trois piliers principaux de ce domaine, à savoir la modélisation, où nous allons apprendre à construire des éléments, l'animation, où nous allons apprendre à les faire bouger, à les animer, à leur donner un peu de vie, et le calcul d'images, qu'on appelle aussi rendering, qui va en fait nous permettre de sortir des images du programme, des images ou des vidéos. Avec cette découverte de ces trois piliers, vous allez pouvoir avoir une idée globale de ce qu'est la 3D et vous pourrez ainsi faire plus facilement un choix pour la suite de vos études. Est-ce que vous continuez vers ce domaine-là ou est-ce que vous vous dirigez vers autre chose, ce qui est tout à fait très bien parce que tout le monde ne doit pas faire de la 3D. Ce n'est pas le but de ce cours ici. L'idée, c'est de vous donner une introduction, comme ça vous avez une petite idée de ce que c'est et vous pouvez faire un choix basé sur une expérience que vous avez eue. La 3D est un domaine dans lequel se mélangent la peinture, la photographie et le cinéma, enfin la cinématographie. On retrouve un peu tous ces éléments. On va chercher à faire les meilleures couleurs, les meilleures textures pour les objets. On va placer des éclairages pour bien les éclairer, pour bien les mettre en valeur. Et dans le cas d'une animation, eh bien, on va quelque part transformer un petit peu notre espace virtuel en studio de cinéma ou en plateau de cinéma où on va avoir nos différents acteurs qui bougent ou notre caméra qui se promène et des choses comme ça. Donc la 3D, c'est aussi un domaine dans lequel qui est fortement basé sur les mathématiques. C'est de la mathématique appliquée, sur la physique optique principalement, et sur les fluides. Dès que vous faites un peu de particules ou d'effets spéciaux, on est dans les fluides. Mais je vous rassure tout de suite, il s'agit de sciences appliquées, donc jamais vous devez commencer à sortir vos calculettes et à devoir résoudre des équations complexes et autres. Simplement, c'est vrai que quand vous avez un doctorat en physique, vous comprenez un peu mieux ce que vous faites, mais en fait, tout est basé sur des recettes qui ont été éprouvées avec le temps, et donc l'idée c'est d'apprendre des recettes comme un cuisinier apprend à faire ses plats, et vous verrez qu'au fil du compte, vous pourriez devenir très spécialisé dans un domaine précis, simplement à force de manipuler les différents composants. Donc, n'ayez pas peur, c'est clair que ce cours ne doit pas être plus effrayant que votre cours de maths ou de physique qui, eux, peut-être, oui, effectivement, vont vous demander d'avoir un peu plus d'attention. Alors, ce cours implique aussi que vous ayez une bonne culture générale, ou en tout cas que vous n'hésitiez pas à la performer, enfin à faire en sorte de l'améliorer, votre culture générale, parce que sans avoir de bonnes références en peinture, en architecture, en photographie, en cinéma ou autre, c'est assez difficile d'être très créatif. Et c'est vrai dans d'autres cours aussi que ce cours-ci. Il n'y a pas que ce cours-ci qui fonctionne comme ça. D'autres cours fonctionnent de la même manière, ont besoin aussi de cette culture générale très importante que vous devez cultiver. La 3D, c'est quoi ? Donc la 3D a un champ d'application assez vaste. En fait, on parle de 3D en industrie, on parle de 3D en médecine, on parle de 3D dans le jeu, dans le cinéma, les effets spéciaux, dans les arts, dans l'impression 3D pour sortir des objets usuels ou pour comment faire des pièces pour réparer certains objets, etc. Donc vraiment, la 3D a une multitude d'applications, sans compter tout ce qui est application VR, AR et autre chose. Donc virtual reality et réalité augmentée, enfin ce genre de choses. Donc il y a vraiment énormément de champs dans lesquels la 3D peut s'appliquer. C'est aussi quelque chose qui ressemble un petit peu à un studio de cinéma, je vous ai déjà dit ça précédemment. C'est quelque chose comme un studio de cinéma virtuel. On a des caméras, on a des lampes, on a des objets ou des acteurs finalement qui sont des personnages virtuels qui sont animés. Ou ça peut être un atelier de création virtuelle si on est dans l'idée qu'on va construire des assets pour un jeu par exemple, ou qu'on va construire un objet qui va être imprimé en 3D par la suite, etc. Donc tout ça fait toujours partie du même domaine de la 3D. Et c'est aussi une solution de création graphique qui est très gourmande en ressources machines. Donc vous ne pouvez pas faire de la 3D sur n'importe quelle machine. Il faut un minimum
de ressources, il faut un minimum de puissance dans la machine. Il faut un bon processeur. Un bon processeur, ça veut dire qu'il tourne au-dessus de 2 GHz, 2,2 GHz. Alors maintenant, les processeurs, c'est vrai que ils sont affichés à 1,6, mais ils montent jusqu'à 3,9 en turbo. Enfin, donc c'est plus les mêmes chiffres qu'avant, on va dire. Donc c'est plus difficile de dire, ah oui, le processeur ne doit pas être... Enfin bref, idéalement, il faut un i3, un i5 ou un AMD Ryzen 5 ou 7 ou 9. Enfin, il faut un processeur puissant. Si vous êtes avec un Chromebook, c'est clair, vous ne pourrez pas faire de la 3D. Si vous êtes avec un Mac, c'est clair que vous ne pouvez pas faire de la 3D. C'est pas fait pour. Un Mac, c'est très joli pour se promener dans le bus. C'est très joli pour pour mettre sur un bureau. Pour faire du pré-presse, pour faire du web, c'est super sympa. Vous êtes sur la plage à Copacabana avec votre Mac Airbook, machin. Bah oui, pourquoi pas pour faire du web. Mais pour faire de la 3D, il faut oublier Mac. Mac, ils ont pris un tournant à un moment donné où ils ont décidé de ne pas aller, même avec les M1, ça ne le fait pas. Enfin, peut-être qu'un jour, les programmes seront réécrits pour tirer profit de cette nouvelle architecture, mais pour le moment, c'est vraiment pas le cas. Donc, ce n'est vraiment pas une très bonne idée. Et donc, il faut une machine avec un bon processeur, avec beaucoup de RAM. Enfin, quand je dis beaucoup de RAM, un minimum, ce serait d'en avoir, strict minimum aujourd'hui, c'est 8 Go, mais il faudra en avoir 16. Ça, ce serait bien. Idéalement 32. Il faut des disques durs rapides. Aujourd'hui, on a des disques durs SSD. Donc c'est plus ces vieux disques, gros disques lourds, qu'on appelait les disques plateaux, non, c'est des disques SSD. Alors c'est plus petit un disque SSD, mais genre quelque chose comme ça, hein, voilà. Mais ça c'est encore dépassé, parce qu'aujourd'hui on a les NVMe qui sont des espèces de cartes comme ça qui se glissent et qui sont beaucoup plus rapides que ces disques-là. Et donc ça c'est idéal. Et si vous faites par exemple du développement de jeu, bah, il vous faut ça. Vous ne pouvez pas faire avec un vieux disque, ça, vous allez attendre des heures pour que votre programme s'ouvre. Donc, il faut quelque chose qui soit puissant. Et il faut surtout une bonne carte graphique. Et les cartes graphiques, aujourd'hui, c'est un gros problème parce que c'est très difficile d'en obtenir, vu qu'on a une crise avec le monde du Bitcoin qui rafle toutes les cartes possibles et disponibles. Donc, c'est très, très difficile d'obtenir une carte graphique de bonne qualité. Il faut de la mémoire sur cette carte graphique. Il en faut beaucoup. Et voilà, pour être un peu à l'aise dans le travail. Donc c'est une solution qui est très gourmande et il faut faire très attention, on ne peut pas vraiment faire de la 3D sur n'importe quelle machine. Alors il y a 3 phases dans la création de 3D. Enfin, on va dire que ce soit de l'animation, que ce soit une image, un objet, etc. Grosso modo, on a 3 phases. La première phase, ça va être la création proprement dite. On va construire l'objet. On va faire en sorte que notre objet ressemble à la référence qu'on avait ou ressemble à ce qu'on voudrait faire, en tout cas ce qu'on a imaginé qu'on allait faire. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler le layout ou l'animation, c'est-à-dire finalement la disposition. Alors vous allez me dire, ouais, mais quand moi je fais une impression 3D ou quand je crée un personnage pour mon jeu vidéo, le layout, l'animation, ben oui, dans le cadre du jeu vidéo par exemple, le layout ça va être du level design. Dans le cadre de votre impression 3D, ce qui va remplacer le layout, ça va être la préparation à l'impression 3D qui va vous demander de vérifier que votre modèle n'ait pas de trous, n'ait pas de problème qui ferait en sorte que l'impression ne se passe pas comme vous voulez, parce que quand même quelque part ça prend énormément de temps d'imprimer et bah, ça peut coûter cher aussi suivant le matériau avec lequel vous imprimez. Donc il y a toujours une petite préparation à la sortie. Et la sortie, bah, c'est la finalisation, donc les rendus, les effets spéciaux, le compositing, etc. dans le cadre d'une animation, ou l'impression 3D, ou simplement la sortie dans le format idéal de votre personnage pour qu'il puisse rentrer, vraisemblablement du FBX, pour qu'il puisse rentrer dans votre moteur de jeu et que ça puisse tourner sans problème. Donc voilà, il va toujours avoir ces 3 phases de création à un moment donné qui vont couvrir le travail qu'on fait en 3D. Alors, il y a quelques notions très importantes à bien comprendre
dans la 3D, et ça vaut pour tous les logiciels. Donc ici, on va avoir un cours qui va vous apprendre à utiliser Blender 3D, qui est un logiciel gratuit, qui est très 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 bon et qui est de plus en plus utilisé dans le milieu professionnel, parce qu'aussi il est gratuit. Et qu'est-ce que je veux dire? Mais par contre, toutes les notions dont je vais vous parler, elles sont valables dans tous les logiciels 3D. L'espace virtuel dans lequel on va évoluer, c'est un espace qu'on appelle orthonormé, c'est-à-dire qu'il y a moyen de positionner exactement un objet à un endroit précis en fonction de coordonnées. Coordonnées en fonction de 3 axes, X, Y et Z, et ces axes ont toujours dans tous les logiciels les mêmes couleurs. Le Z c'est toujours bleu, le Y c'est toujours vert, et le rouge c'est toujours X. Et donc, on va avoir ces 3 axes qui vont nous permettre, en fonction des valeurs sur chacun de ces axes, de placer exactement un objet quelque part dans ce monde virtuel. Et ce monde virtuel, il a un centre, le centre du monde virtuel, là où se croisent, dans ce cas-ci, ici on est dans Blender, c'est où se croisent l'axe X et l'axe Y. Ça pourrait être l'axe X et l'axe Z, dans le cas de Maya par exemple. Eh bien, cet endroit, c'est le centre là où vous allez créer votre objet. Très important, par exemple, si vous créez des objets pour un jeu vidéo, vous devez placer vos objets au centre du monde pour que votre moteur de jeu puisse interpréter correctement l'objet que vous essayez de lui faire avaler. Donc, on a donc cet espace orthonormé. C'est très pratique parce qu'on peut à tout moment repérer, savoir où est un objet et le retrouver en fonction de ses coordonnées. Donc c'est un petit peu comme si on avait une sorte de méga GPS dans notre monde virtuel. Autre notion très importante, les objets 3D peuvent être transformés de 2 manières. Donc quand je dis transformer, ça veut dire déplacer, avoir une rotation, avoir un changement de taille, enfin voilà, peuvent être manipulés de différentes manières, de manière globale ou de manière locale. Ce qu'on veut dire par là, c'est que global, ça va être en fonction de l'espace virtuel dans lequel on se trouve, tandis que local, ça va être en fonction de la géométrie propre de l'objet. Imaginez maintenant que vous êtes dans une classe. Et dans cette classe, vous avez sur votre table, vous avez votre GSM. Votre GSM, s'il est posé comme ça un peu de travers, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une longueur, une largeur et une hauteur. Bon, c'est pas du tout un GSM, on est d'accord, mais c'est le même principe. Et donc, il a sa propre longueur, sa propre largeur, sa propre hauteur. Et ça, ce sont ses coordonnées locales. Et donc, il y a moyen de le déplacer ou de le manipuler dans ces coordonnées locales. Tandis que si je suis en global, eh bien là, je vais le déplacer en fonction des axes du monde, c'est-à-dire en gros parallèle au mur de ma classe ou du plafond ou du sol. Et donc ça, c'est les 2 modes principaux de manipulation. C'est très important parce que souvent, ça peut aider le travail si on peut passer de l'un à l'autre. Et donc on va voir qu'on va utiliser ça assez souvent. Autre notion importante, c'est qu'un objet 3D n'a pas de consistance. Un objet 3D n'existe pas. C'est une représentation mathématique de quelque chose. C'est une formule mathématique qui est mise en image, en gros. Et donc si je prends ici la sphère, je l'ai ouverte pour bien vous montrer qu'à l'intérieur, elle est creuse. Le cube, pareil, il est creux. Il n'y a pas de consistance. Et même, on va dire que les faces de ce cube n'ont aucune épaisseur, en fait. Donc, on ne peut même pas dire qu'elles ont 1 millimètre ou 1 micromètre d'épaisseur. Elles n'ont aucune épaisseur du tout. Alors, on peut leur en donner, hein, on peut faire en sorte que le cube ait une certaine épaisseur, mais il faut le faire. Par défaut, il n'en a pas. Et donc, ça a une conséquence. Et la conséquence, c'est que, par exemple, les objets, ils rentrent les uns dans les autres facilement. Ils ne sont pas repoussés les uns par les autres. Et si vous devez asseoir un personnage sur une chaise, vous allez le placer. Vous allez placer ses fesses à la surface de la chaise. Vous n'allez pas le poser sur la chaise et attendre qu'il se tienne. Alors oui, je sais, il y a des fonctions qui peuvent être activées et qui vous permettent de créer une gravité avec une répulsion des faces les unes contre les autres, etc. On appelle ça du rigid body. Enfin, oui, on peut mettre tout ça en place. Mais le problème, c'est que ça prend des ressources. Donc, par défaut, ça ne fonctionne pas comme ça. Par défaut, on place un objet à la surface de l'autre. Sinon, il rentre dedans. Et donc, il faut faire attention à ça aussi quand on manipule les objets. C'est qu'ils peuvent rentrer les uns dans les autres. Alors, les objets 3D ont 2 niveaux.
un niveau objet dans lequel ils peuvent être manipulés et un niveau sous-objet dans lequel ils peuvent être modifiés. Et donc, ouais, on peut aussi modifier au niveau objet en utilisant certaines fonctions, mais on va dire, pour distinguer bien les autres, on aurait une manipulation au niveau objet, une transformation au niveau sous-objet. On va faire ça pour faire simple. Donc ça veut dire que si maintenant j'ai mon cube qui est là, et que ce cube, je veux en faire un trapèze, eh bien en manipulant les points qui sont au-dessus, ou les edges, ce sont les lignes qui relient les points, ou les faces. Donc la face, c'est une fois que j'ai 4 edges, ben, j'ai une face. En manipulant, en changeant par exemple la taille de la face supérieure de ce cube, eh bien je peux tout d'un coup faire un trapèze parce que je vais avoir une face qui sera plus petite et donc je vais avoir la forme trapézoïdale à mon cube. Et donc j'aurai transformé mon cube. Ce ne sera plus un cube, ce sera un trapèze, enfin une forme géométrique trapézoïdale. Donc, on va souvent passer d'un mode à l'autre, on va passer du mode objet au mode sous-objet. Il y a certaines choses qu'on ne peut faire qu'en mode sous-objet, il y a certaines choses qu'on ne peut faire qu'en mode objet. Et donc on va voir, bon, au début c'est un concept qui n'est pas toujours facile à bien comprendre, mais vous allez voir à force de l'utiliser que ça va devenir une seconde nature, vous n'allez même plus y réfléchir par la suite. Au début, ça prend un peu de temps, c'est normal, c'est la découverte d'un nouvel univers, hein. Quand on découvre un nouvel univers, ça prend toujours un peu de temps. Alors les objets 3D, plus ils ont de faces, plus ils paraissent lisses. Si je veux faire quelque chose de super arrondi, comme je suis en polygone, alors ce n'est pas toujours vrai en 3D, on peut aussi être dans un autre format de fichiers qu'on appelle les fichiers NURBS, N-U-R-B-S, qui sont en fait une autre façon de créer des objets en 3D, mais qui sont enfin je ne vais pas dire qu'ils ne sont plus utilisés de la même manière aujourd'hui qu'avant. Avant on utilisait ça énormément. Avant, les NURBS, c'était vraiment quelque chose qui était très fortement utilisé dès qu'on voulait faire quelque chose d'un peu organique, parce qu'on n'avait pas d'autres moyens, les machines n'étaient pas assez puissantes. Aujourd'hui, justement parce que les machines sont suffisamment puissantes, on est majoritairement en polygone. Alors si vous êtes dans le jeu vidéo, vous n'êtes que en polygone, mais on a encore de temps en temps, par exemple pour l'industrie, on utilise beaucoup le NURBS. Les voitures sont designées en NURBS. Les bateaux, les avions, etc. Tout ça sont créés avec ce système de NURBS. C'est d'ailleurs Renault, hein, la firme Renault, qui a inventé ces NURBS à l'époque. Et donc, voilà, c'est une autre façon de montrer les polygones. Mais comme montrer les objets 3D, pardon. Mais comme nous, on est principalement en polygone, et on va rester en polygone tout au long de ce cours, eh bien, il y a un principe qui est que plus j'ai de faces, plus je peux avoir quelque chose de lisse. Ce qui est assez logique parce qu'au final, si je regarde bien, plus la distance est petite entre deux points, et plus je vais avoir l'impression que les points sont un contre l'autre. Et donc après, il suffit que j'aie suffisamment de division dans ma courbe pour que tout d'un coup, elle ne paraisse plus facettée, mais qu'elle paraisse complètement lisse. Alors ça a aussi une conséquence, c'est que plus j'ai de points, et plus ça prend de ressources machines. Donc plus j'ai de faces, de points, de edge, enfin plus j'ai de définition dans mon objet. Donc on voit ici, j'ai 4 630 000 faces, 528, et là ma machine commence doucement à avoir un peu de difficulté à pivoter dans ma scène, etc. Parce que voilà, il y a cette tête, mais il y a tout le reste aussi qui est dans ma scène. Et donc ça commence à faire beaucoup. Plus j'en ai, plus ça prend de ressources machines, et donc plus c'est difficile de travailler. Aussi, imaginez là maintenant, si je voulais commencer à aller changer la forme de l'œil, ce ne serait pas quelque chose de forcément facile. Enfin, on a des outils pour le faire, des déformations avec des outils de sculpture, etc. Mais ça n'empêche que, par défaut, on aurait beaucoup plus difficile de le faire que si on avait beaucoup moins de polygones. Alors les objets en 3D peuvent être affichés de différentes manières. Ils peuvent être affichés en wireframe, donc wireframe c'est filaire en français, donc c'est la structure de l'objet. Ils peuvent être affichés en mode solide, donc là on a des faces qui sont pleines, donc on voit ce qui est devant, ce qui est derrière, enfin on ne voit pas ce qui est derrière plutôt parce que c'est caché par les faces qui sont du côté de notre vue.
Et donc, on a une sorte d'idée du volume qu'occupe l'objet. Mais on peut aussi l'avoir en texturé. Et donc là, on voit quand on a appliqué les textures sur l'objet, donc on lui a donné une apparence un peu plus sympa. Donc ici, jusqu'à ce qu'on l'affiche en texturé, bon, on ne sait pas très bien ce que c'est. Hein, qu'est-ce que c'est que cet objet? Ça pourrait être un peu n'importe quoi, une hélice ou une pièce mécanique ou je sais quoi. Et ben non, paf, ah oui, c'est un robot. Maintenant, on le voit parce que, effectivement, la texture nous permet de bien définir la chose. Et une fois qu'il est rendu, donc on l'affiche en rendu, là on a aussi les effets de lumière, les effets d'ombre, et donc là on peut avoir déjà une prévisualisation de ce que va donner le calcul final. Il s'agit souvent, quand vous êtes dans une vue rendered, d'une prévisualisation qui n'est pas l'équivalent de, enfin qui n'est pas à 100% l'équivalent de ce que vous allez avoir en final, mais qui est une estimation de ce que vous allez avoir, qui vous permet de prendre des décisions au niveau de l'éclairage, au niveau des réglages, pour obtenir une meilleure définition, etc. En même temps, vous verrez que souvent dans les images que vous allez mettre en rendered, vous avez ce qu'on appelle des samples, donc c'est du grain comme ça dans l'image, et donc ce sample peut se régler dans les paramètres, vous pouvez changer la valeur des samples, mais plus vous avez de samples, plus la machine est difficile de calculer, plus elle va prendre de temps. Or l'idée de cette vue rendered, c'est d'avoir très vite une vue, et donc la compétition du moment avec les moteurs de rendu, c'est de pouvoir vous afficher un maximum de qualité en un minimum de temps, en utilisant toutes les fonctions possibles et inimaginables. Et donc youpi si vous avez des cartes RTX de chez Nvidia, parce que évidemment elles permettent de calculer plus vite que les cartes AMD ou même les cartes vidéo intégrées qu'il y a dans les processeurs Intel. Donc voilà, donc si vous avez un choix à faire, Nvidia pour la carte vidéo. Les plus difficiles à trouver, il faut bien l'avouer. Alors, une fois qu'on a fait dans toute notre scène, on en a déjà parlé, il faut calculer un résultat. Et calculer un résultat, c'est sans doute quelque chose qui va vous paraître le plus pénible en 3D, qui va peut-être même vous rebooter, ou peut-être qui va vous faire en sorte que vous n'ayez vraiment pas envie de continuer en 3D, parce que ça prend du temps. Ça prend énormément de temps de calculer. Donc ici, par exemple, cette scène-là, qui est une scène de démonstration de Blender, sur ma machine, qui est un Ryzen 9 avec 12 cores, 24 threads. Donc ça veut dire qu'il y a 12 parties du processeur divisées en deux qui font un travail de calcul. J'ai 64 Go de RAM et j'ai une carte RTX 3070. En gros, c'est une très bonne machine. Aujourd'hui, on va dire que c'est une moyenne de gamme, moyen de gamme. Enfin bon, ça reste quand même supérieur à ce que vous avez déjà à l'école. Et cette machine met 35 minutes par image pour calculer cette scène-là. Donc cette scène-là, l'image, au final, sur ma machine, mettrait 35 minutes. Voilà, donc ça c'est un truc. Donc imaginons un film qui fait, je sais pas moi, 30 secondes, 30 secondes, 30 fois 25 images, puisqu'on a 25 images par seconde, 30 fois 25 fois 35 minutes, et vous avez le temps de calcul nécessaire pour calculer cette animation. Et donc vous voyez tout de suite, ça peut prendre énormément de temps. Alors on a des solutions. On a des solutions qui sont de passer par ce qu'on appelle des render farms. Donc ce sont plein de machines assemblées ensemble qui permettent de faire des calculs très importants. Alors vous pouvez avoir ça à domicile si on veut, enfin à domicile, non pas chez vous, mais je veux dire, des sociétés ont ça dans leur studio. Ou il y a moyen d'utiliser des services online. Et donc vous louez l'utilisation de machines pour calculer vos résultats. On peut rajouter aussi, à propos des moteurs de rendu, donc la partie de logiciel qui permet de calculer. Donc le moteur de rendu, c'est un peu ce qui ressemble au moteur de jeu dans un logiciel de création de jeux vidéo. Le moteur de rendu va influencer la manière dont on va travailler l'éclairage, dont on va travailler les textures. Et donc en fonction du choix qu'on aura fait de moteur de rendu, parce qu'on peut utiliser plusieurs types de moteurs de rendu, pour un logiciel donné, que ce soit dans Blender, que ce soit dans Maya, que ce soit dans Houdini, on a le choix entre plusieurs moteurs de rendu qui sont soit livrés avec le logiciel, soit qu'on doit acheter et installer en plugin. Et donc, en fonction de ce qu'on aura choisi
comme moteur de rendu, eh bien, il va falloir éclairer d'une certaine manière, utiliser certaines fonctions de matériaux et pas d'autres. Donc ça va avoir une influence. Donc c'est aussi quelque chose qui doit être fortement pensé au début. Et on peut obtenir des choses très particulières. On peut très bien avoir un rendu hyper réaliste, comme on peut très bien avoir un rendu complètement cartoon, qui va imiter le fait d'avoir fait du dessin à la main, ou qui va donner l'impression qu'on a une peinture faite au pinceau, enfin quelque chose avec des gouaches, ou même avec, il y a eu une démonstration il y a quelques années, donc quelqu'un qui avait écrit, parce que là c'est aussi, on rentre dans un domaine un peu particulier, qui avait écrit un moteur de rendu qui permettait d'imiter en fait les aquarelles, donc la peinture qu'on fait à l'eau, là, vous voyez, avec des grands aplats dilués d'eau, etc. Enfin bref. Donc il y a tout ça peut rentrer en compte, et donc vous devez aussi tenir compte de ça quand vous faites de la 3D. Comment est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Quel est le style que vous voulez avoir? Et en fonction de ça, choisir les bons outils et évidemment préparer en fonction. La 3D, ça a besoin d'une souris de 3 boutons. C'est aussi un peu pour ça que les Mac, c'est pas vraiment génial pour la 3D, parce que bon, par défaut, il n'y a pas une souris à 3 boutons. Que ça marcherait, il suffirait simplement d'en avoir une qu'on peut brancher, alors forcément par Wi-Fi ou par je ne sais pas quoi, parce qu'il y a peu de chances que vous ayez un port USB sur un Mac aujourd'hui. Donc l'idée c'est, vous avez besoin de 3 boutons à votre souris pour pouvoir travailler correctement en 3D. Vous allez tout le temps utiliser ces 3 boutons. Donc si même vous n'en avez pas, ou vous avez juste un portable sans souris, eh bien il va falloir un peu investir. C'est pas très cher. À partir de 6-7 euros, on en trouve une. Et c'est vraiment, vraiment indispensable.